On a vu tout à l'heure rapidement qu'il n'y a pas de classe moyenne, mais plutôt 3, et encore vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la nomenclature. En consommation, c'est encore pire, il n'y a pas de classe moyenne. Il y a eu une classe moyenne dans les années 60 quand on accédait aux produits de première nécessité, puis de deuxième nécessité. À l'heure actuelle, ce n'est plus le cas du tout. Et quelqu'un qui est spécialisé dans le marketing direct, comme monsieur tout à l'heure, monsieur Flamand, vous expliquera que ce n'est pas par les classes moyennes qu'on a eu, mais par des critères de beaucoup plus fins. Je crois que l'inventeur du marketing direct, qui était Reader's Digest, à un moment avait inventé le scoring par les prénoms, sachant qu'on vendait plus au Jean-Michel, par exemple, qu'au Claire, avec des outils statistiques. Donc vous voyez, on est loin de la classe moyenne, on est beaucoup plus fin que ça. Après, les moteurs de la consommation, il y en a 2. Je vais vite parce que je crois qu'il me reste 3 minutes, c'est ça au total, hein? Il y avait 12 minutes pour nous tous, alors je me dépêche, je parle vite. On est un petit peu pris par le temps, en effet, oui. Oui, je crois, j'ai cru le voir tout à l'heure. En fait, il y a 2 moteurs très importants pour la consommation, de la classe moyenne ou des classes moyennes en général. C'est d'abord de ne pas oublier, et je reprends ce que disait Dominique Régnier tout à l'heure, que le moteur de la classe moyenne, qu'elle soit haute, moyenne et probablement même basse, même s'il est en train de changer, c'est l'aspiration à s'élever et probablement se donner comme modèle l'élite. J'imagine que d'ailleurs l'étude de l'IFOP qui fait 500 pages a certainement un certain nombre de chapitres qui traitent du rapport à l'élite et de la façon dont l'élite, la classe moyenne voit l'élite, parce que ça me paraît quand même extrêmement important puisque c'est son moteur de stabilité sociale, de savoir qu'elle peut grimper. Deuxième critère très important sur les modes de consommation, ça n'est plus un critère sociologique, le rapport à l'élite, mais un critère psychologique de son propre socio-style. Vous savez, ou certains savent en tout cas certainement, qu'il y a des écoles qui ont développé des analyses des comportements et des attitudes fondées sur 2 axes. Celui de Freud, qui veut que ce soit l'affect qui guide le comportement. Quand je dis l'affect, c'est un mot faible. Et le deuxième, c'est le rapport à l'affectif en tout cas. Et le deuxième, c'est celui de son disciple qui était Jung. Ils se sont fâchés et Jung disait c'est pas le rapport à l'affect, c'est le rapport au pouvoir. En fonction de ma situation de pouvoir et ce que je crois et mon envie de pouvoir, c'est ça qui va guider mon comportement. Les psychologues modernes, dans les années 60-70 aux États-Unis, ont développé une thèse qui croise les deux et qui font que sur une cartographie, on a à peu près 4 grands styles sociaux, plus des sous-styles, qui s'équilibrent entre eux justement, qui se définissent en fonction de ses relations à l'affect et de ses relations au pouvoir. Vous avez un style social qui s'appelle les analysants en bas à droite, les gens qui veulent ni pouvoir, ni qui n'ont pas besoin d'être aimés. Ce sont des gens qui réagissent absolument pas à l'émotion, qui réagissent qu'à la raison. Je caricature bien entendu. Au-dessus, vous avez ce qu'on appelle des analysants, c'est-à-dire des gens qui ne cherchent pas le pouvoir mais qui ne supportent pas le conflit. C'est des gens qui disent jamais non. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le pensent pas, mais ils disent jamais non. Et dans la façon dont ils consomment, dont ils achètent, c'est très important. Et ensuite, plus à gauche, ce qu'on appelle les promouvants, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment besoin de pouvoir et vraiment besoin d'être aimés. C'est souvent ce qu'on appelle des représentants de commerce, excusez-moi, c'est-à-dire des gens qui sont dans la vente permanente pour séduire, pour être aimés, pour convaincre. Et puis en bas à gauche, on appelle ça les contrôlants. Ce sont des gens qui veulent le pouvoir, se fichent complètement d'être aimés, et vous marchez ou vous crevez, c'est ça qui les intéresse. Et en fonction de ça, on se rend bien compte que les rapports aux marques, les rapports aux produits, les rapports au secteur et les rapports à la consommation vont fortement évoluer. Et ce n'est pas la classe moyenne qui va le définir, c'est effectivement son rapport à l'élite, plus son style social, qui va commencer à créer des croisements, et à partir desquels on va travailler pour vendre, pour convaincre, etc. Ça, c'est les grands facteurs. On est en zone de fracture, deuxième point que je voulais traiter, j'ai encore un peu de temps. On est en zone de fracture à l'heure actuelle pour 2 raisons. Pour une raison grave, une raison de crise, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le critère impératif et le critère exemplaire incroyable de l'achat, c'est véritablement le rapport au discount, à la baisse de prix. Je crois que la Fnac, pour la première fois, j'ai vu la semaine dernière, faisait une pub à la radio sur du discount. Ce n'était pas dans les gènes de l'entreprise autrefois. Je vais vous citer une anecdote. L'année dernière, j'étais avec un collaborateur, on allait en banlieue à Montrouge, je crois. On a regardé, il y avait 29 panneaux de publicité de campagnes différentes. Sur les 29, il y en avait 28 qui offraient un discount sur le produit. Y compris, il y avait 30 000 € sur l'immeuble, un appartement chez Bouygues Immobilier, par exemple. Donc, il faut savoir que c'est très profondément important, et j'aurais presque dit, c'est pas à quoi rêvent les classes moyennes, mais le cauchemar des classes moyennes. Le rapport à l'argent, le rapport au pouvoir d'achat, le rapport à la peur de l'avenir est fondamental. Deuxième élément de fracture important également, c'est l'atomisation, et vous en êtes tous conscients, l'atomisation de l'offre et des médias. Atomisation de l'offre, il y a de plus en plus d'offres, effectivement, et atomisation des médias, il y a quasi plus de mass médias. On ne regarde plus aujourd'hui
en même temps la même chose. Et pour toucher, je pense que vous serez d'accord avec moi, pour toucher effectivement son public, ça devient de plus en plus délicat et de plus en plus difficile. Et c'est même un peu inquiétant parce que ce qui unissait, de mon point de vue autrefois, une société, c'était un corpus culturel commun. On est en train aujourd'hui de fractionner ce corpus et que dans quelques années, il est possible que les gens ne parlent même plus de la même chose et ne sachent plus la même chose, faute d'avoir à un moment des points de rendez-vous. Enfin, dernier point que je voulais traiter, c'est le risque. Donc, les conditions, les facteurs de consommation, la fracture actuelle et le risque futur. Je partage, pour mon point de vue, j'étais philosophe de formation, donc je partage le point de vue d'Emmanuel Todd, à savoir que ce qui fait la force d'une classe moyenne, c'est l'attirance vers l'élite. Elle regarde l'élite, elle le comprend, elle se représente en elle. Et à un moment ou à un autre, quand l'élite se sépare, se dégage, en fait trop, quand elle ne comprend plus, parce que soit l'élite tourne le dos classe moyenne, c'est pour ça que le rapport à l'élite me paraît très important aujourd'hui, soit lui tourne le dos, soit a un comportement qui devient absolument choquant, à ce moment-là, les classes moyennes se retournent vers les classes qu'on disait modestes tout à l'heure, et c'est à ce moment-là que les fractures révolutionnaires se font. Et je pense qu'on est à une époque où on est à la limite, on devrait en tout cas faire extrêmement attention.